Bonjour à tout le monde. Donc, vous avez entre les mains, vous aviez sur votre chaise un petit feuillet qui présente un glossaire. Vous pourrez vous y référer pendant la présentation de chacun des invités. Ce sont des termes qui sont généralement utilisés quand on parle de formation en ligne. Vous avez des invités qui ont fait de la formation à distance, certains qui ont fait de la formation, en fait, tout le monde a fait de la formation en ligne, dans un certain type d'environnement d'apprentissage, tel que Moodle, par exemple, ou ici à HEC Zone Cours. Et vous avez bien sûr des classes virtuelles. Des classes virtuelles, donc, ce n'est pas des classes en présentiel, comme si je donnais un cours dans le moment, tout le monde serait devant moi. Mais là, les gens sont en ligne, chacun de leur côté, que ce soit au Québec ou au Canada, selon le cas, et qui font de l'apprentissage. Un apprentissage qui peut être hybride. Hybride synchrone. Quand on dit synchrone, c'est que donc tout le monde est en même temps branché sur son ordinateur, sur Internet, à écouter l'enseignant qui donne son cours et qui interagit avec ses étudiants. Mais ça peut être aussi asynchrone. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas d'enseignant. Et on visionne, par exemple, des capsules vidéo, comme vous allez voir dans le cas de ce que José va présenter, par exemple. Et il y a aussi des webinaires. Dans le cas des webinaires, vous allez en entendre parler avec André Courchaine, qui est de HEC Montréal. Donc, je vous présente dans l'ordre André Courchaine, qui est au centre de la table, donc qui est professeur associé à la chaire de gestion des arts Carmel et Rémi Marcoux de HEC Montréal. José Deschênes, qui est agente de projet à Agricarrière et du comité sectoriel de main-d'œuvre de la production agricole et qui va vous parler de la formation en ligne, mais exclusivement asynchrone. Et Claude Gillet, donc, qui est co-concepteur de la formation gestion de carrière artistique en ligne avec tutorat. Et donc, lui va vous parler de gestion de carrière artistique spécifiquement en ligne avec tutorat. Et en asynchrone également, avec la plateforme Moodle. Donc, je vous présente sans plus tarder le premier intervenant, donc André Courchaine. Bonjour. Comme on s'adresse à un ensemble de mentors et de mentorés qui sont à travers le Québec et même à travers le Canada français, à un certain moment donné, on s'est dit c'est très difficile de les réunir dans une seule salle pour partager de l'information. Donc, on a créé, si vous voulez, 2 webinaires. Donc, je vous rappelle juste le programme de mentorat, c'est un programme bénévole où on prend des gens avec beaucoup d'expérience, qui ont 10 ans et plus d'expérience, et on les match donc avec des mentorés qui ont au moins 2 ans d'expérience dans le secteur culturel. Comme les gens sont souvent à distance ou même dans la même ville, c'est l'avantage principal, je pense, des webinaires, c'est que ça permet de rejoindre tout le monde à une heure dite, dans leur lieu de travail ou à la maison. Ça réduit beaucoup le temps de transport. C'est l'avantage vraiment le plus important que les participants nous mentionnent. Alors, on a fait une évaluation du programme dernièrement et les gens, en général, sont assez satisfaits. Et dans leur relation mentorale, vous le voyez, il y en a qui portent sur du management, d'autres du marketing, d'autres des ressources humaines, financement, etc., etc. Donc, c'est un programme qui fonctionne bien et ce qu'on a voulu faire, c'est les 2 exemples que je vais vous donner. Le premier, c'est que pour tous les mentorés qui arrivent dans le programme, on a 2 dates d'inscription. On leur propose tout de suite d'assister au webinaire avant même d'avoir commencé leur mentorat. Alors, qu'est-ce que ça leur donne? Ça nous permet, nous, de donner la même information de base à tout le monde. Parce que souvent, dans des conversations, des rencontres, on va mentionner tel aspect, tel autre aspect. Avec le webinaire, ça uniformise, si vous voulez, l'ensemble de l'information. Ensuite, c'est un webinaire, le logiciel VIA, vous allez l'entendre parler cet après-midi, permet l'interaction. C'est-à-dire que les gens peuvent prendre la parole, les gens peuvent écrire, il y a une zone là, de clavardage à gauche, donc les gens peuvent écrire leurs questions, mettre leurs commentaires, et vous pouvez décider que vous allez être les seuls à voir ces questions, ces commentaires, ou vous pouvez les rendre visibles à tous les participants. Donc, vous choisissez le mode que vous voulez. Vous pouvez leur donner la parole, c'est-à-dire qu'ils peuvent parler directement. Et s'ils le veulent, ils peuvent même afficher leur image. Donc, on peut les voir en vidéo. Alors, donc, il y a toute une
plusieurs façons de participer et donc ça rend la chose très, très conviviale. Ça leur permet aussi de donner des rétroactions. Donc, on pose des questions ou on présente une notion, puis s'ils ne comprennent pas exactement qu'est-ce que ça veut dire un conflit d'intérêts, donc là, ça nous permet de l'expliquer parce qu'on est en direct, donc synchrone, comme Gilles le disait. Et en même temps, ça prépare les gens à leur rencontre avec les mentors. Donc, ça a beaucoup d'avantages pour les mentorés. Ça a un format d'1 heure. Nous, on s'est rendu compte que faire ça sur l'heure du midi, c'était vraiment le plus intéressant pour tout le monde parce que c'est un moment de pause normalement. Et donc, ils peuvent le faire à partir de chez eux ou à partir de leur travail. Et s'ils ne sont pas disponibles, toutes les sessions sont enregistrées. Donc, après, ils peuvent y avoir accès, ils peuvent réécouter le webinaire au besoin. Donc, ça, c'est vraiment un avantage majeur. Pour les mentors, ce que ça permet de faire, on va en faire un cette semaine pour les mentors, c'est que ça permet de partager les meilleures pratiques. Donc, l'enseignement par les pairs, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste une relation entre un professeur ou animateur qui donne du contenu à des gens qui écoutent, ça permet à plusieurs personnes de partager la même expérience, donc de parler de leur expérience face à tout le monde. Donc, on se retrouve dans une espèce de cercle, en fin de compte, d'expérience. Donc, ça change la relation, si vous voulez, pédagogique. Ça leur donne la motivation parce que ça leur permet de voir qu'il y en a d'autres qui ont eu les mêmes questions, les mêmes difficultés ou les mêmes succès. Donc, c'est une formule qui est engageante parce que les gens participent. Ça donne des ressources parce qu'on donne toujours des accès à des documents ou à des livres ou à des sites. Donc, ça aussi, c'est positif. Et ce que ça permet de faire, ce qu'on s'est rendu compte avec les webinaires, c'est qu'un webinaire ne peut pas juste être un professeur ou un animateur qui parle pendant 1 heure. Parce que le niveau d'attention des gens est plus bas que s'ils étaient dans la même salle. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'après, on en parlait tout à l'heure, puis après 5-10 minutes, il faut changer de méthode pédagogique. Il faut faire, par exemple, poser une question à tous, qui veut répondre. Il faut faire un quiz ou projeter une vidéo. On peut même les envoyer dans des sous-groupes, travailler sur une question et revenir faire une synthèse pour l'ensemble du groupe. Donc, il y a toutes sortes de possibilités, mais ce que ça veut dire, c'est que le niveau d'attention n'est pas élevé. Les gens sont dans leur bureau ou à leur maison, ils peuvent être distraits par toutes sortes de choses. Donc, nous, ça nous oblige à changer de méthode, je vous dirais, aux 5 à 7 minutes pour passer le contenu. Alors, ça, je vous dirais, ça, c'est le désavantage de la formation en ligne. C'est le fait que les gens n'auront pas le même niveau d'attention que s'ils étaient dans la même salle. Et dans une salle, on peut comprendre tout de suite qu'est-ce qui se passe. On peut voir qui écoute pas, qui fait d'autres choses, etc. Puis on peut aller les chercher. S'ils ne comprennent pas, on le voit dans leur visage, on peut réexpliquer des notions. Quand on est dans un webinaire, on n'a pas ce contact-là. Donc, il y a une perte là, de rétroaction informelle, si on veut. Donc, mais c'est utile si l'information est condensée, si on est dans un format d'à peu près 1 heure. Ça a beaucoup, beaucoup d'avantages, entre autres pour tous ceux qui sont à distance. Alors ça, c'est l'écran de base. Là. Les gens arrivent devant cet écran-là et vous voyez à gauche les participants. Donc, vous allez voir le nom de toutes les personnes qui se sont branchées. Et ensuite, vous avez la zone de clavardage. Donc, quand les gens ont des questions, des remarques à faire, ils écrivent dans le bas de l'écran, mais nous, on le voit à gauche et on voit défiler tous les commentaires ou les questions des personnes. Donc, normalement, ils vont voir une image de vous dans le coin gauche en haut. Donc, eux, ils vous voient, vous ne les voyez pas, à moins qu'eux-mêmes décident d'activer leur caméra. S'ils activent leur caméra, vous allez pouvoir voir leur image au sommet de l'écran. Tout de suite, on leur demande « c'est quoi votre expérience ?» Et là, on lance un sondage, et là, ça leur permet de voter. Et là, ça fait des beaux tableaux, ça fait des tartes, puis là, il y en a X% qui n'ont pas d'expérience, un autre qui ont beaucoup d'expérience, etc., etc. Donc, c'est très visuel, c'est très participatif.
On peut aussi mettre des vidéos là-dedans. On peut faire toutes sortes de choses, mais c'est important qu'on ne soit pas le seul à participer pendant 1 heure à cause du niveau d'attention. Donc, il faut varier la méthode régulièrement. Dès le début, on leur dit « Qu'est-ce que c'est vos attentes? » Alors, eux, ils écrivent dans la zone de clavardage et on leur laisse le temps pour que tout le monde ait eu le temps d'écrire. Si vous avez décidé que votre zone de clavardage est pour vous seulement, là, vous pouvez résumer donc, ce qui est écrit. Vous pouvez dire, il y a des gens qui ont suggéré ceci, cela, ou alors vous le laissez libre à voir par tout le monde. C'est certain que ça transforme l'animateur en une espèce de réalisateur d'émission parce que on a beaucoup de choses, vous allez en parler probablement, on a beaucoup de choses à s'occuper en même temps. On s'occupe non seulement du contenu et de l'horaire, on a toujours l'horloge, mais la zone de clavardage, il faut lire constamment les commentaires, puis il faut y répondre en temps réel. Alors, je vous dirais que ça résume l'expérience que j'ai eue. C'est une solution, on parlait du coût tout à l'heure, on parle de peut-être quelques centaines de dollars à travers VIA, donc qui est une compagnie de Québec, et c'est une solution qui plaît à de plus en plus de gens qui sont éloignés dans la distance et qu'on veut rejoindre en même temps. Dernier avantage, évidemment, tout ça c'est enregistré, donc tout ça c'est disponible après pour être revu par les gens qui ne peuvent pas être présents. Merci. Merci beaucoup. Autour de Josée. Chez Agri-Carrière, en fait, c'est le comité sectoriel de la main-d'œuvre en production agricole. Donc, on s'est tourné les dernières années vers la formation asynchrone, donc les gens peuvent le suivre à n'importe quel moment et n'importe où. En tant que comité sectoriel, on couvre l'ensemble du Québec. Donc, notre clientèle est dispersée à travers la province. On fait affaire avec des collectifs régionaux qui s'occupent de la formation agricole en région pour les formations en classe, qui travaillent, eux, avec les écoles. Donc, ce volet-là, on n'avait pas vraiment à l'organiser. Quoique notre clientèle est particulière, en fait, elle a un horaire particulier. Ce sont des producteurs agricoles et leurs employés. Donc, ça peut être des ouvriers agricoles et puis sont assujettis à la température. Hein, on le sait, quand c'est le temps de la récolte, c'est pas à date fixe, c'est quand c'est là, comme là, on doit aller tourner, nous, pour prendre certaines images pour des ouvriers, justement, des travailleurs maraîchers. Et puis, on doit aller tourner jeudi, mais là, il annonce de la pluie. Fait que ça se peut que ça se passe pas. Donc, c'est difficile de les regrouper en classe à une date fixe et à une heure fixe. Aussi, nos producteurs, c'est pas juste pour le temps de la récolte, mais aussi les gens là, qui font de l'élevage avec les animaux. Quand c'est le temps que la vache mette bas, ben ils n'ont pas le temps d'aller à une formation puis se déplacer en classe. C'est là que ça se passe. Donc. Ce qu'on a eu de la misère aussi, c'est de recruter des formateurs. Ça a l'air simple là, comme ça, mais de trouver des formateurs qui sont experts de contenu, qui sont à l'aise à parler devant une classe et à donner de la formation, en fait, de transmettre les compétences. On a de plus en plus de misère, ou sont situés dans juste certaines régions. Mais quand il faut donner la formation à l'ensemble du Québec, c'est pas toujours évident. On a testé aussi, nous, la formation asynchrone avec justement la plateforme VIA. Et ça aussi, pour nous, c'était un problème, premièrement parce que l'horaire était variable. C'était difficile d'avoir des gens à heure fixe et à une date fixe, mais aussi de recruter des formateurs qui sont à l'aise à gérer la plateforme d'apprentissage, en fait, le VIA, la plateforme qu'on utilise pour la formation en mode synchrone. On a fait quelques tests et puis ça a été difficile. Mettons que c'est notre expérience, là, mais bon, c'est une des raisons là, pourquoi on s'est tourné aussi vers la formation asynchrone. On avait de la difficulté vraiment à former des groupes en classe. Là. Donc, nous, c'était rendu vraiment un enjeu. Chez Agri-Carrière, on a pris une décision. En fait, c'est beau d'opter, on va faire la formation asynchrone, mais ça a un coût. En fait, moi, j'avais déjà une expérience en formation en ligne. J'avais déjà testé certains outils. C'était pas mon quotidien, mais j'avais quand même des aptitudes à développer de la formation en ligne. Donc, on a fait le choix de développer une bonne partie de nos formations à l'interne.
Pourquoi? Une autre raison aussi, c'est beau de développer une formation, mais on voulait garder aussi le contrôle de nos contenus. Je donne un exemple, on a fait une formation sur les pesticides, le fameux dossier pesticides, qui est très réglementé, puis on a déployé cette formation-là l'année passée. Puis cette année, on a dû retourner dans la formation juste pour corriger quelques aspects parce que la réglementation avait changé. Donc ça nous permet, quand on ne fait pas affaire avec à l'externe, si on n'a pas le contrat à l'externe, de garder ça à l'interne, de faire certaines modifications comme ça. On fait beaucoup de plus en plus de vidéos de formation, parce qu'on trouve que nous, notre clientèle, ça se prête bien, la vidéo, c'est simple, c'est beaucoup technique, c'est beaucoup des métiers, c'est comment faire, on est plus dans le savoir-faire plutôt que le savoir-être. Donc, pour nous, de mettre ça en image, ça se rend bien, puis les gens apprennent bien comme ça. On a fait quand même affaire avec des sous-contractants pour le tournage des formations, sauf que on ne pouvait pas séduire nécessairement une date fixe. OK, là, on s'en va tourner la coulée du sirop d'érable. Parce que la coulée du sirop d'érable, ça ne se fait pas à date fixe, comme je le disais tantôt, puis des fois, ça coule, des fois, ça coule pas. Puis c'est au moment où ça coule qu'il faut le prendre, qu'il faut le filmer, mettons, parce qu'on se fait des espèces de scénarios, là, qu'est-ce qu'on doit prendre en image. On a décidé de faire, c'est qu'on s'est équipé à l'interne avec caméra, du son, etc., là, tout ce qu'on a besoin pour faire un minimum de tournage qui est décent. Et puis, ça nous permet justement on planifie notre semaine. OK, là, mercredi, il annonce beau, on s'en va filmer ça, go, on part. Fait que ça nous rend plus flexible de ce côté-là. Uniformité du message, en fait que ça nous assure de transmettre le même message pour tout le monde, que tous les apprenants aient la même information et les mêmes connaissances, les mêmes compétences. Donc, pour nous, on y voyait là un avantage. C'est de mettre aussi de l'avant notre créativité. En concevant des formations comme ça asynchrone, on se fait des scénarios pédagogiques, puis des fois, on se laisse aller à... C'est sûr que le but, comme on disait tantôt, c'est de maintenir la motivation, puis un écran, des fois, ça peut vite être plate. Donc, il faut vraiment les motiver. C'est des petits exemples ça, de formations qu'on est en train de développer et qu'on a développées. Comme celle-là, ça s'adresse à des producteurs acéricoles, donc pour le sirop d'érable, et à leurs nouveaux ouvriers. Donc, ce qu'on a mis là-dedans, juste pour vous expliquer un petit peu, comme j'ai dit tantôt, on travaille beaucoup avec des vidéos de formation, on va avoir des capsules d'experts. On a ajouté un petit côté ludique, là, qui est des vidéos d'antan qu'on voit ici, là, qui expliquent comment ça se faisait le sirop dans le temps, juste pour mettre en contexte les nouveaux ouvriers, puis de faire, dans le fond, on essaie de garder toujours, d'avoir un petit côté ludique, puis nous autres, on aime bien ça, c'est sûr. Mais ça, c'était l'idée d'un producteur de mettre ça. Fait qu'on l'a fait. Puis, on ajoute des jeux pédagogiques. Donc, dans ce cas-là, je vous donne un exemple, c'est l'ouvrier doit... on voit le tronc d'arbre à l'écran, puis il doit cliquer où qu'il doit percer, parce qu'on ne peut pas percer n'importe où. C'est des petits jeux comme ça qu'on va ajouter. Un autre exemple, c'est une formation, ça c'était pour les producteurs de fraises et de framboises du Québec. C'était pour, l'objectif en fait, c'était de rendre uniforme la qualité des fraises et des framboises. Fait que dans ce cas-là, on a mis un avatar qui joue le rôle d'un formateur. En fait, il y a tout un scénario, là, c'est devenir un agent qualité. Donc, lui, en fait, c'est pas, on s'est basé un peu comme un James Bond, là. Ça, c'est le directeur des services secrets qui explique c'est quoi les défis, parce que c'est vraiment juste l'apprentissage par le jeu. Donc, c'est comment devenir un bon producteur avec des bons fruits de qualité, là. Donc, lui, il explique les défis. Vous devez choisir, mettons, votre superviseur. Vous en avez 3. Vous regardez les vidéos. Lequel vous allez choisir? Ah, moi, j'ai choisi lui. Non, bien, vous voyez. Puis là, il y a une rétroaction qui est donnée. Fait qu'on apprend comme ça. Ils peuvent recommencer le jeu pour voir toutes les rétroactions, mais tout est donné dans la rétroaction, l'information. C'est parce que c'est bien beau de développer la formation en mode asynchrone, mais il faut la déposer quelque part. Puis nous, en fait, on a été chanceux parce que le Collège Rosemont, au service aux entreprises, nous a approchés pour développer une plateforme d'apprentissage en ligne. Dans le fond, c'est un LMS qui nous permet de déposer le contenu et de gérer les participants. Là, ce que vous voyez, c'est comme le catalogue. Ils cliquent sur le cours. Puis un peu comme dans toute l'université Lyon, là, c'est cliquer sur le cours, je veux m'inscrire à ce cours, puis il vous dirige vers le cours. Mais il y a beaucoup de jeux de rôle aussi, puis vraiment l'apprentissage, on essaie de les faire participer le plus possible parce qu'il faut les maintenir actifs derrière l'écran. Donc, c'est ce qu'on tend à faire. Et puis, les outils qu'on a utilisés, Articulate Storyline, qui est une espèce de PowerPoint, mais un petit peu plus interactif. Quantique, ça nous permet, quand on fait de la vidéo, c'est que, mettons, je suis en train d'apprendre quelque chose, puis quelqu'un est en train de me montrer quelque chose, puis je peux figer l'image, dire, OK, à partir de maintenant, tu vas me dire où est-ce que je dois cliquer pour avoir tel résultat. Fait que ça, c'est un autre outil qu'on utilise. Ça, Living Actor, c'est l'avatar qu'on a vu tantôt, là, c'est lui qu'on utilise avec la voix qu'on va enregistrer dans un studio d'enregistrement.
Ça, VideoScribe, on l'utilise moins, là, c'est vraiment, c'est comme une main à l'écran qui écrit comme sur un tableau. Ça fait de l'animation. Puis Python, on va l'utiliser pour imager certains concepts ou puis ça ajoute un petit côté ludique. Les enjeux qui ont été rencontrés suite à ce tournant-là vers la formation asynchrone, bien, c'est sûr qu'il faut se familiariser avec les outils, puis il y en a tellement qu'il faut se démêler puis savoir exactement ce qu'on veut puis ce qu'on a besoin. Quand on développe la formation, il faut penser est-ce qu'on va être capable de le faire. Ça, c'est bien beau, on peut avoir les meilleures idées au monde, mais on a-tu le budget puis on peut-tu le faire? Donc ça, il faut falloir s'adapter aux nouveaux outils. Principalement, on fait des demandes de subventions à la CPMT, là, la Commission des partenaires du marché du travail, puis pour le développement des formations, il fallait réorganiser aussi ces demandes-là en fonction, j'ai-tu besoin d'enregistrer un comédien pour la voix, j'ai-tu besoin de louer un studio d'enregistrement. Pour la narration, j'ai besoin, parce que là, on fait pas tout non plus, des fois, on est débordé, on fait appel à des professionnels, j'ai-tu besoin d'un monteur, j'ai-tu besoin d'un vidéage, j'ai-tu besoin... fait que là, il faut tout planifier notre structure de financement en fonction de ça. Fait qu'il faut connaître un peu, il faut savoir un peu vers quoi on s'en va, même si on en fait beaucoup à l'interne. Et puis les retombées, ce qui peut être intéressant, bien, premièrement, là, on n'a plus de gestion d'inscription à faire. Ça, on est bien content. Les paiements, ça se fait en ligne. Les suivis, tout se fait en ligne. Fait qu'on a pu à gérer ça. Sincèrement, les dernières fois qu'on a fait ça, on courait après des chèques, puis on se trouvait plate, on perdait du temps. Aussi, nous autres, dans le fond, quand on demande des demandes de financement, c'est pour 2 ans. C'est des projets en classe. Donc là, après 2 ans, bien, la formation, il ne l'avait plus. Fait qu'il faudrait faire une autre formation. Tandis que là, avec la formation asynchrone, bien là, il faut la mettre à jour une fois de temps en temps, mais là, elle est là pour jusqu'à temps qu'elle est bonne. Donc, ça peut être plus que 2 ans, là, ça peut aller facilement jusqu'à 5 ans, mais il faut les réviser. Puis on a même eu une augmentation d'inscription parce que les gens pouvaient enfin s'inscrire à la formation qu'ils voulaient avoir, mais qui ne pouvaient pas se déplacer en classe. Merci, Josée. Et maintenant, pour conclure avec Claude Gillet. Quand on a commencé à développer cette formation-là, elle existait déjà en classe depuis plusieurs années. Et on savait que ce n'était pas nécessairement le sujet favori des artistes à qui on offrait cette formation-là. La gestion de carrière, c'est quand même un enjeu complexe et difficile et rébarbatif pour beaucoup, je dirais même pour la plupart des artistes. Ça fait qu'on avait quand même du succès en donnant la formation en classe. Il y avait des gens qui venaient et qui faisaient les travaux qu'on leur demandait de faire. Mais pour le transposer dans un format en ligne, le problème qui était là, c'était justement, comme André le soulignait, c'était que les gens ne sont pas en présence. On ne peut pas savoir leur réaction, à quel point ils sont rébarbatifs, par exemple, à certains concepts. Donc, il fallait s'assurer que la formation était d'assez haut niveau pour se comparer à la formation en classe. Notre but aussi, en faisant cette formation-là, c'était de rejoindre les gens où ils étaient partout au Québec. Donc, je vais vous parler un peu de la méthode que j'ai utilisée pour développer le projet, des enjeux qu'on a rencontrés et des retombées qu'on a eues après 4 années. On a commencé à l'automne 2013 à donner la formation et depuis le printemps 2017, là, on est en pause parce qu'on cherche de nouveaux partenaires et aussi on voudrait la remettre à jour. Donc, on avait un bon bassin qu'on avait pu tester la formation dans différents formats. Il y a eu des formats de 225 heures temps plein pendant 9 semaines. Il y a eu des formats de 30 heures, de 45 heures, de 60 heures. Moi, je l'ai donné au cégep, à l'université. Fait que c'était assez solide comme expérience en classe. Fait que là, il fallait transposer ça en formation en ligne. Ça fait que les objectifs andragogiques de cette formation-là, l'objectif global de la formation de gestion de carrière, c'est d'améliorer les pratiques de la gestion de carrière par les artistes. Il y a la question de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, si je peux utiliser ces 3 catégories-là. Bon, bien, il y a beaucoup de monde qui rentre dans la formation qui dit « Ah, je le sais ». Mais est-ce que tu sais le faire? Par exemple, je sais qu'il faut faire des demandes de subvention, mais savoir comment le faire, savoir le faire à temps, puis prendre le temps de bien le faire, c'est savoir, savoir-faire et savoir-être. La dimension savoir-être dans la gestion de carrière artistique, c'est très important.
étant donné que c'est tellement difficile de sortir son épingle du jeu dans un marché où l'offre dépasse largement la demande, il faut vraiment être fait fort pour être assidu dans sa gestion de carrière, planifier nos affaires, faire notre comptabilité, faire notre mise en marché comme du monde et tout ça. Ça prend du temps à développer. Donc, moi, ce que j'ai décidé devant ce défi-là, c'est de me former pour aller chercher les outils pour être capable de faire cette formation-là. Donc, j'ai fait un DESS, un diplôme d'études supérieures à la TÉLUQ, dans le domaine de la formation en ligne. Fait que j'ai moi-même goûté à la médecine de la formation en ligne pour pouvoir le faire. Donc, j'ai développé avec la méthode MISA, qui est une méthode d'ingénierie des systèmes d'apprentissage. Donc, vous allez voir, c'est quand même... c'est assez complexe pour des cours qui demandent des connaissances approfondies et des habiletés profondes. Tu sais, comme des habiletés de jugement, d'analyse, de synthèse, de catégorisation. C'est pas quelque chose que tu apprends comme ça sur le fly, là, juste à regarder des vidéos. Tu as besoin d'un suivi, tu as besoin que quelqu'un te donne un feedback sur ce que tu as fait. Donc, avec l'appui indéfectible du CQRHC, de Maryse et de Louise, on a été chercher des budgets pour former des formateurs. On a fait un appel d'offres, il y a eu beaucoup de demandes, on en a choisi une douzaine, quinzaine, tous issus du secteur culturel, soit que c'était des travailleurs culturels dans des CRC qui avaient de l'expérience ou des artistes eux-mêmes chevronnés. Fait que donc, ils avaient vécu directement ce que les artistes vont vivre en faisant la gestion de carrière. C'était très important pour nous. Donc, après ça, ça a été le développement. Donc, on est asynchrone avec Moodle. Donc, on a mis des capsules vidéo à l'intérieur. Et on est synchrone aussi avec VIA pour partager les choses et regarder les travaux qui ont été accomplis. Ça, c'est juste un tableau pour vous montrer la méthode d'ingénierie. Il y a un devis pédagogique, un devis des matériels. Là, on rentre dans la fabrication, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce que le cours va se dérouler, comment est-ce que les vidéos vont être faites, est-ce qu'on utilise des diapos, est-ce qu'on utilise des textes. Et après ça, un devis de diffusion, comment est-ce qu'on va organiser la diffusion. Fait que dans notre cas, la diffusion, c'était... Les participants devaient nous envoyer une lettre d'intention avec leur CV, puis il y avait une analyse qui était faite. Il y a des participants, dans certains cas, qui ont été refusés parce qu'ils n'avaient pas l'expérience ou l'envie de faire les travaux. Ils voulaient regarder les vidéos, mais pas faire le reste. Puis nous, ça ne faisait pas notre... On ne voulait pas travailler comme ça. Donc, les enjeux, c'était un enjeu d'innovation. Moi, j'ai présenté le projet au début, en 2009, au CQRHC, et j'ai eu, grâce aux gens du CQRHC et au CA, une lettre d'intention et une lettre d'appui qui nous a permis d'aller chercher du financement à la Commission des partenaires. Ça a pris quand même du temps, là. Le développement a commencé en 2011, et puis la plateforme a été présentée en 2013. Cette formation-là s'est développée sur 15 semaines, c'était 180 heures de travail personnel. Hein, sur 15 semaines, là, c'est quasiment comme un cours d'université ou de cégep. Fait qu'il y avait beaucoup de travaux à faire. Donc, il y avait quand même des lacunes dans le projet. C'était ambitieux. Au niveau cinématographique, disons que c'était pas toujours parfait. Là. On aurait aimé ça, que ça soit un peu mieux. Mais c'était quand même, ça faisait la job, comme on dit, là. En ce moment, on s'est arrêté pour des raisons de mise à niveau et des raisons de partenaires aussi, parce qu'on travaillait avec une commission scolaire. L'enjeu principal qu'on a rencontré au niveau de la diffusion, ça a été le financement. Un enjeu de financement important. Pour offrir le service, on était une petite équipe. Notre partenaire a changé 5 fois de direction générale dans les 4 ans qu'on a donné la formation. Fait qu'il fallait toujours réexpliquer, reconvaincre
On n'a eu aucun financement au fonctionnement. Ça veut dire que le bénévolat était très élevé. On est allé au MES, au MCCQ, à l'Emploi Québec. Énormément de bénévolat, je vous dirais 80% de bénévolat dans le travail de soutien qu'on avait. Le travail des formatrices-tutrices était mal rémunéré. Je dis des formatrices parce qu'on était juste 2 gars. Environ le tiers des honoraires qu'on obtient en formation continue dans le secteur culturel. Donc, ce n'était pas intéressant pour eux de mettre 20-25 heures par semaine à suivre un groupe, à échanger, tu sais. C'est donc un essoufflement et un appauvrissement de l'équipe de soutien, un déficit de l'OBNL. Ça, c'est le point, un enjeu important, financement. Par contre, au niveau des retombées, de très, très bonnes évaluations, 600 participants entre l'automne 2013 et l'hiver 2017, dans 190 villes et villages du Québec. Ça, c'est quand même intéressant. Une majorité de femmes, une majorité entre 25 et 49 ans. Donc, c'est des artistes qui ont déjà... Ce n'est pas nécessairement des nouveaux arrivants dans le secteur qui sortent des écoles tout de suite, mais ils ont un peu d'expérience, puis là, ils voient qu'ils ont besoin de formation. Et 15 % qui proviennent de l'immigration aussi. C'était quand même un programme très, très structuré, là. Il y avait 6 activités principales. Se familiariser avec l'environnement, donc la plateforme, une connaissance du secteur culturel et de sa vision de carrière, le plan d'action, les objectifs, le plan d'action, les aspects structurels et organisationnels, c'est-à-dire toutes les tâches qu'il y a à faire pour réaliser un projet, l'échéancier, l'aspect organisationnel et opérationnel, donc l'échéancier, le budget, l'évaluation à la fin du cours, une section qui est plus un tronc commun, si vous voulez, la structure du milieu, la recherche de financement, la mise en marché et la gestion financière et les aspects juridiques. Puis, à travers ça, ils avaient des livrables à nous donner à peu près à chaque activité. Ça fait que les formateurs tuteurs, les formatrices tutrices devaient évaluer ces travaux-là, donner du feedback, les retourner aux étudiants pour ensuite qu'ils leur retournent. Puis ils avaient une évaluation finale aussi. Donc vous voyez, c'était quand même un cours complet. Moi, j'ai tous les plans d'action dans mon ordi, là. J'en ai peut-être pas 600 parce qu'on a eu une centaine d'abandons sur les 600 participants. Ça veut dire que j'ai à peu près 500 plans d'action sur un projet précis ou sur un élément de la carrière, avec autant de plans de communication, de dossiers d'artistes, de CV, de notes biographiques et tous les outils, là. Donc, ça, c'est un projet quand même d'assez grande envergure, là. Ça prend un an et demi à développer là, pour arriver à tout mettre ensemble. Fait que voilà. On va se faire un petit résumé en même temps et juste récupérer certains éléments qui ont été mentionnés par chacun des présentateurs. Chose certaine, il existe au moins 3 grands enjeux quand on travaille sur la formation en ligne. Un des enjeux, ce n'est pas le premier nécessairement, mais souvent ça va l'être, c'est l'enjeu financier. Donc économiquement, est-ce qu'on est en mesure de produire un projet? Que ce soit de forme asynchrone ou synchrone selon le cas. Donc, un premier enjeu financier. Ensuite, il ne faut jamais oublier que quand on se sert d'une technologie, il faut savoir comment l'utiliser. Donc, bien sûr, si on utilise, par exemple, là, il y a été question tout à l'heure, entre autres, de la plateforme VIA. Donc, cette plateforme-là qui a été développée par une entreprise québécoise, donc qui est installée dans le quartier Saint-Roch à Québec. La plateforme VIA qu'on vous a présentée, d'ailleurs, on l'a fait tout à l'heure. Cette plateforme-là, donc, nécessite quand même une bonne compréhension de son utilisation avant de commencer à l'utiliser, de la part autant du formateur, de la formatrice, que des étudiants comme tels. Donc, technologique et aussi technique. Ce n'est pas parce qu'on est des formateurs qu'on sait comment réparer les problèmes de la plateforme. Donc, il faut derrière aussi avoir un support technique. À HEC, puisqu'on est à HEC dans le moment, il y a un service, bien sûr, de technologie de l'information qui supporte
les utilisateurs, de même qu'une direction de l'apprentissage et de l'innovation pédagogique qui supporte également les présentateurs. Et bien sûr, et là, c'est tout le travail qu'il y a à faire sur qu'est-ce que je veux livrer aux étudiants, à ceux qui vont se former. Donc, tous les éléments pédagogiques comme tels. Si éventuellement votre organisme veut développer un projet de formation, il va falloir qu'il réfléchisse, entre autres, à tout ce qui s'appelle la préparation du cours ou de la formation comme telle. Qu'est-ce que je mets là-dedans? Comment je l'organise? Comment je le livre? Quelles vont être les interactions avec ceux qui vont être formés? Donc, il y a un aspect pédagogique, mais il y a aussi, il ne faut jamais l'oublier, un aspect socio-affectif. Dans le courant de la présentation, qu'elle dure 1 heure ou 2 heures, selon le cas, il faut bien penser que ça ne peut pas être que le formateur qui parle tout le temps. Il faut que les étudiants puissent aussi interagir en cours de route, soit sous forme de parole, soit sous forme écrite. On le dit, par exemple, il y a un espace de clavardage. Alors, les étudiants, pendant que le prof présente son cours, peuvent écrire et s'écrire entre eux aussi. Parfois, c'est public, parfois, ça reste privé entre le prof et l'étudiant. Mais il y a aussi le fait que j'aimerais pouvoir écrire sur la page qui est présentée par l'enseignant, la page principale. Donc, on offre à ce moment-là des outils virtuels qui sont des crayons virtuels, qui peuvent être utilisés par les étudiants et qui vont leur permettre d'écrire à l'écran même. Et tout ça est enregistré. Socio-affectif, dans le sens où on dit... Ce qu'on souhaite, c'est que les étudiants se sentent bien pendant qu'ils sont en train d'étudier, pendant qu'ils sont en train de se former, que ce soit sous forme synchrone ou asynchrone. Comment on le fait? Bien, ce qui est mentionné sur cette diapo-là, le simple fait d'entrer dans la classe virtuelle en souhaitant la bienvenue à tout le monde, mais ensuite d'encourager chacun et chacune au fur et à mesure que le temps passe. Donc, tous ces éléments-là doivent être tenus en ligne de compte. Il y a des aspects évaluatifs. Ce n'est pas vrai que tous les organismes et tous les enseignants proposent des évaluations à leurs étudiants, mais la plupart du temps, on aime voir à un moment donné comment la matière a été assimilée et comment on peut en rendre compte du côté des étudiants par exemple, un test ou un quiz, selon le cas. Puis, je reviens sur l'aspect soutien technique en cours de route, pendant la présentation. Ce qui est souhaitable, c'est que l'étudiant sache que s'il y a un problème technique, il y a une solution quelque part. Soit on peut appeler, soit il y a automatiquement quelqu'un qui va réparer le problème comme tel. Donc, ces éléments-là doivent être tenus en ligne de compte. Certains des grands facteurs clés de réussite ou d'échec dans le courant d'une formation comme telle, en synchrone ou en asynchrone. D'abord, il est important de considérer que l'étudiant ou l'étudiante devrait être autonome, c'est-à-dire être capable d'utiliser par elle-même ou par lui-même la technologie qu'il utilise. Un manque d'autonomie pourrait vouloir dire aussi, quelque part, caché derrière, parce qu'on ne veut pas toujours le déclarer, qu'on est technophobe, on a peur des technologies. On ne peut pas forcer les gens à utiliser les technologies s'ils en ont peur. Si on souhaite qu'ils le fassent et qu'on les oblige à le faire, à un moment donné, ils vont abandonner. Donc, les niveaux d'abandon sont liés, entre autres, à l'inquiétude par rapport à l'utilisation des technologies. Donc, au point de départ, il est préférable de demander à ses étudiants, vous sentez-vous à l'aise avec les technologies? Êtes-vous capable de les utiliser? Si oui, êtes-vous suffisamment autonome? Êtes-vous bien organisé, discipliné? Oui, alors on peut y aller à ce moment-là. Dans le courant de la présentation ou de la formation, il y a les interactions qui entrent en ligne de compte. Que ce soit de façon synchrone, alors le prof est là avec ses étudiants, il leur parle, il propose des activités, ou même asynchrone. José l'a mentionné tout à l'heure, ils ont des activités aussi, ils ont des jeux pédagogiques à l'intérieur des présentations asynchrones. Sinon, ce qui va se produire, c'est que l'étudiant va se sentir isolé. Surtout quand on ne voit pas ceux et celles qui sont en ligne, et on se dit, je sais qu'il y a d'autres gens que moi qui sont en train de se former, mais je ne les connais pas. Je ne sais pas de qui il s'agit, donc je me sens seul. On a besoin de former une communauté virtuelle, pas seulement de suivre un cours en ligne. Il y a finalement la persévérance. Le phénomène de persévérance fait en sorte que si l'étudiant est organisé, s'il planifie bien son travail, s'il est discipliné, s'il ne procrastine pas non plus, bien, on va avoir affaire à quelqu'un ou quelqu'une qui va poursuivre ses études. Sinon, il se produit un découragement. Si on n'avait pas précisé au départ la charge de travail qu'il y avait, on risque de voir effectivement un découragement et là, on va constater qu'il y a des retraits.
on abandonne en cours de route. La plateforme ici à HEC Montréal qu'on appelle EduLib est une plateforme de MOOC, donc Massive Open Online Courses, donc des cours gratuits qui sont offerts à travers le monde. Donc, c'est positionné ici. On a déposé ça sur une plateforme qu'on appelle EduLib et les étudiants francophones à travers le monde peuvent suivre un cours de management, par exemple, ou de marketing, peu importe. Et généralement, il y a des inscriptions qui font jusqu'à 10 000 étudiants. Là-dessus, compte tenu que c'est gratuit, on ne propose pas de diplôme, mais on va proposer par exemple, un papier qui confirme qu'il y a eu une suite d'études qui ont duré, par exemple, 6 semaines. On constate, par contre, que compte tenu qu'il n'y a pas d'objectif précis, il y a un abandon assez considérable. On peut terminer avec 1000 étudiants qui ont complètement suivi le cours. Dans le cas des présentations qui vous ont été faites tout à l'heure, on pourrait peut-être calculer un 5 à 10 %, pas plus, ce qui est encore important, mais beaucoup moins que dans le cas des cours en ligne gratuits. Donc, conséquemment, il ne faut pas l'oublier. Il y a ces éléments-là à tenir en ligne de compte. Certaines des caractéristiques des apprenants sont remarquables et on les a remarquées, on en a fait des statistiques dans les dernières années. Ça ne fait pas si longtemps tout de même que les cours en ligne se donnent et qu'on est à l'aise avec ça. Mais ce qu'on constate, c'est qu'ils ont besoin de connaître les bénéfices qu'ils vont tirer de cet apprentissage-là. Là, on a parlé tout à l'heure du savoir-être, du savoir-faire, mais on est aussi dans le devoir-être. Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je vise à faire avec ça? Qu'est-ce que je veux devenir? Ils aiment apprendre de façon empirique. Ils ont besoin d'exemples. Donc, tirer de l'expérience. Ils abordent l'apprentissage comme une forme de résolution de problèmes. Demain, je vais être capable déjà de me servir des outils que je viens d'acquérir en ligne pour pouvoir les appliquer dans mes milieux de travail, par exemple. Ils apprennent mieux lorsqu'ils peuvent observer la valeur et l'application immédiate du contenu et ils préfèrent étudier un moment dans un lieu ou un espace virtuel et à un rythme qui leur convient. Donc, il est très difficile, surtout quand on vise des personnes qui sont à travers le Québec ou même à travers le Canada, de trouver des agendas où on va se retrouver à la même heure, au même endroit, pour suivre un cours. De là, le fait que souvent, on développe des projets asynchrones à ce moment-là. Il y a différents outils, je vais terminer là-dessus d'ailleurs, il y a différents outils qui nous permettent de réfléchir à la conception de cours en ligne. Claude en a utilisé un, il y en a d'autres, dont le modèle ADDIE. Vous avez l'acronyme donc pour Analyse, Design, Développement, Implantation, Évaluation, qui nous donne l'acronyme ADDIE. Donc, pour chacune des étapes, qu'est-ce que je dois faire? Donc, si éventuellement vous souhaitez développer une formation en ligne, vous pouvez vous servir du modèle proposé par Claude ou utiliser, par exemple, le modèle ADDIE. Ça, vous allez le retrouver aussi sur Internet. Simplement tapez ADDIE sur Google et vous allez avoir toute une série d'informations qui vont vous permettre de le développer. Ce modèle-là est intéressant parce qu'il se fait par étapes et ça se suit très, très bien. J'aimerais juste rappeler que les présentations qui vous ont été faites tout à l'heure ne sont que 3 présentations intéressantes et pertinentes, mais il y a eu d'autres expériences qui ont été menées au cours des dernières années. Donc, vous aurez probablement accès à cette information-là, mais vous voyez là tous les organismes qui ont organisé au cours des dernières années des formations en ligne synchrones ou asynchrones. Je vais vous laisser la parole. Comment on décortique la formation asynchrone? On y va vraiment par module de courte durée. Une formation complète, là, pas plus que 2 heures, comme pour le producteur acéricole là, qui veut, ou l'ouvrier. Il y a une portion qui s'appelle entaillage. Mais l'entaillage suit là, puis ensuite va te pratiquer. Mais c'est un parmi les 9 modules. Là. Donc, ce module-là dure à peu près 15 minutes, 15 à 20 minutes. Mais ça dépend tout le temps des apprenants. C'est ça qu'on dit, on fait une moyenne parce qu'il y a des exercices liés à ça. Puis les exercices, mais il y en a qui prennent plus de temps que d'autres. Mais l'avantage de la synchrone, c'est qu'on peut mettre pause puis revenir plus tard. Donc, mais on fait pas des formations qui sont très longues. Comme je dis, au complet, là, ça ne dépasse jamais 2 heures. Là, parce qu'on perd le fil. Là. C'est toutes des petites capsules là, qu'on met. Si c'est de la vidéo, c'est des petites capsules de peut-être 2 minutes, 3 minutes, pas plus. Si c'est des jeux, bien, c'est une couple de séquences de jeux, mais c'est pas plus non plus. Fait que c'est vraiment beaucoup découpé. Dans le cas de gestion de carrière, là, la plus longue, c'est 12 minutes, mais c'est découpé, comme je vous ai montré la feuille de route, là. Mais chaque vidéo est découpée
pour qu'on parle d'un petit sujet très circonscrit. 12 minutes, c'est la plus longue, c'est sur les objectifs. Et je pense que ça dépend beaucoup du financement. Si tu es employé et que c'est dans le cadre de ton emploi, tu n'en as pas de droit d'auteur, à mon avis. Mais il peut y avoir des contrats de négocier aussi, tu sais. C'est sûr que la majorité des universités au Québec, les profs sont syndiqués, les chargés de cours aussi, pas HEC. Oui. Mais la question reste la même tout de même. La propriété intellectuelle, donc le matériel développé appartient à qui? Dans le contexte actuel, c'est un débat encore qui est mené à HEC Montréal, comme dans la majorité des universités d'ailleurs. Et c'est pas fini, ça. Ça va durer encore un certain nombre d'années. Mais la question est fondamentale. Compte tenu que la somme de travail est importante et que la réflexion sur ce qui va être produit demeure quand même essentielle, c'est de savoir à qui appartient ce matériel-là. Dans le moment, il y a des contrats qui sont signés à HEC Montréal entre ceux qui préparent le contenu et ceux qui le diffusent. Donc, c'est diffusé sur une plateforme ici, et cette plateforme-là appartient un peu à HEC Montréal puisqu'elle est payée. Donc, c'est HEC Montréal qui est le propriétaire du produit comme tel, pour le moment du moins. Mais c'est pas final, là. Ça reste encore à discuter. Moi, je trouve ça difficile à évaluer. Si vous posez la question à une personne qui fait ça, là, puis qui vraiment c'est son entreprise, ça va vous évaluer ça. Une heure de formation, quel degré d'interactivité vous voulez, bien, c'est temps. Mais moi, sincèrement, c'est difficile de répondre parce qu'on fait beaucoup de choses à l'interne, puis on est quand même assez créatif et débrouillard. Mais c'est sûr qu'on ne parle pas de 500 $. C'est une coupe de 1000, mais jusqu'où ça va, c'est ça. On peut faire quand même des belles choses avec des outils. Les outils que je vous ai parlé tantôt, ce n'est pas si cher. Moi, je pense qu'on peut aller très loin dans la formation en ligne. Il s'agit de prendre le temps de le développer, hein, comme José le disait, c'est un peu cinématographique comme projet. Ça dépend des moyens, du temps qu'on a, de la qualité des personnes qui vont faire le développement. Parce que je vois, il y a un cours à la TELUC qui s'appelle « Projet de vie ». Tu sais, c'est vraiment... Il y a des rencontres, mais ça se passe beaucoup sur Internet aussi. Donc, il y a des cours de psycho qui se donnent en ligne aussi. Fait que on peut faire à peu près n'importe quel cours, en autant qu'on y investit le développement, le temps, la qualité, aller jusqu'au bout du projet. On peut aller très loin. Même des cours de dessin qu'on pourrait faire en ligne. C'est sûr que ça prendrait un tuteur, tu sais, pour donner un feedback. Il y a des cours qui ne peuvent pas se donner sans qu'il y ait une interaction avec une personne qui vous donne une rétroaction directement sur votre travail. C'est la même chose que, mettons, un cours de gestion de carrière en ligne, en classe. Bon, les étudiants vont faire un 60 heures en classe, quand même assez consistant. Ils vont faire les travaux, vont voir la rétroaction et tout, puis ils vont partir avec ça. Mais ça se peut que je reçoive un courriel dans 2 ans qui me dise j'aurais besoin d'un avis sur telle chose. Là. À ce niveau-là, la formation en classe et la formation en ligne ne se différencient pas nécessairement. Est-ce qu'il peut y avoir un suivi après? Ça, c'est une bonne question. Ce serait important qu'il y ait des suivis. Merci à tout le monde.